Et voilà que Denis Sassou Nguesso veut installer ces mêmes Rwandais au Congo, tout le long du fleuve Congo, parce qu'on vous dit la zone de Maluku, c'est ça, hein? Mais oui, qu'est-ce que nous avons en face de Maluku? Et vous voulez, et donc demain, nous allons poser un casus belli à Tshisekedi. Est-ce que 10 millions, attention, hein, 1 500 000 de Congolais à Brazzaville, 10 millions de Congolais à Kinshasa. Donc, Tshisekedi peut dire, écoutez, pour ma sécurité, j'occupe tout le long du fleuve Congo et je ne laisse plus le fleuve Congo au contrôle de Brazzaville. Il y a une frontière au niveau du fleuve, mais nous allons peut-être pousser la RDC à occuper toute la partie appartenant au Congo-Brazzaville pour sa sécurité. On ne rigole pas avec le national security. Quand on vous parle de national security, non, on ne joue pas. Et donc, Denis Sassou Nguesso joue avec le feu, mais parce qu'il sait que demain, il peut partir, il peut se barrer. Ils ont des appartements partout, et donc, c'est nous qui allons souffrir. Et pour ne pas souffrir, je le redis aux Congolais, il faut mettre très vite fin à ce pouvoir. Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de nous recevoir encore chez vous aujourd'hui, mais surtout de la confiance que vous faites à Teler TV. C'est aussi l'occasion de vous dire grand merci de votre participation qui fait qu'aujourd'hui, Teler TV arrive à toucher près de 2 millions de téléspectateurs. J'ai donc le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Didier Mweni-Ivolo, porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo. Au centre de notre entretien, l'actualité sociopolitique et économique du Congo-Brazzaville, avec pour point de départ le bilan de 1 an de la primature de M. Anatole Collinet Makosso. Bonjour M. Didier Mweni-Ivolo et merci d'être encore avec nous sur ce plateau. Bonjour, Monsieur Christian Perrin, et c'est tout le plaisir est pour moi d'accepter votre invitation. Et puis, merci à la confiance que vous pouvez faire à notre mouvement qui prône cette révolution du fleuve, la révolution pour que les choses changent au Congo. Mais en tout cas, merci une fois de plus de faire appel au CRC pour expliquer aux Congolais ce qui se passe dans notre pays, ce qui n'est pas acceptable, et la contradiction qu'il y a entre la richesse de notre pays et la misère de la population. En tout cas, une fois de plus, merci, mais aussi merci à vos téléspectateurs, puisque être suivi par 2 millions de téléspectateurs, c'est vraiment, cela renvoie à dire que les émissions proposées par Teler TV sont des émissions de qualité, parce que lorsqu'il y a la qualité, les gens viennent, les gens vous suivent. En tout cas, merci à vous. Je vous en prie et merci de votre disponibilité. Monsieur Mweni-Ivolo, nous allons parler, j'ai dit tout à l'heure, du bilan de 1 an de la primature de monsieur Anatole Collinet Makosso. Un bilan qui est axé sur l'emploi, la santé, l'accès à l'eau potable et l'accès à l'électricité. Nous parlerons probablement aussi de cette affaire qui fait toujours parler, qui fait couler tant d'encre et de salive, c'est l'affaire de la concession des terres congolaises au Rwanda. Probablement, si le temps nous le permet, nous pourrons aborder un autre accord. C'est celui que venait de signer le Congo et la Chine, qui prêtent près de 9 milliards de francs CFA au Congo. Bonjour, bonsoir à vous aussi qui venez de nous rejoindre sur Teler TV. Moi, c'est Christian Perrin. Monsieur Didier Mweni-Ivolo, le Premier ministre congolais Anatole Collinet Makosso a présenté son bilan. En substance, il dit que, comme on avait coutume de le dire très jeune, le bilan généralement ou globalement positif. On a construit des hôpitaux, c'est ce qu'il a dit. Il y en a 2 qu'il présente d'ailleurs. Il part de l'emploi, on a recruté. Bon, au niveau de l'eau et de l'électricité, il reste encore dubitatif. J'espère que vous l'avez suivi. Qu'est-ce que vous pensez de manière générale d'abord de ce bilan? De manière générale, le bilan, il est catastrophique. Alors, j'ai suivi certains amis, certains compatriotes qui sont aussi déterminés dans la lutte pour le changement
politique au Congo, donner des notes entre 2 et 6 en disant, bon, il a pris le temps quand même de rédiger son bilan. Mais moi, je suis un élève et un étudiant formé par l'école publique au Congo. Les enseignants avaient coutume de dire il s'agit d'un discours confus, diffus et touffu. En tout cas, on va en parler. Et au-delà de tout, c'est quand même une grande première au Congo-Brazzaville, hein, quand le Premier ministre présente son bilan. Je sais qu'il avait placé d'ailleurs sa primature sous la restauration de l'autorité de l'État. Une première fois, comme je disais, un Premier ministre nous présente un bilan en mi-parcours. Je ne sais pas si on peut appeler ça un bilan. C'est quoi un bilan, Monsieur Perrin? Un bilan, c'est lorsque vous arrivez à la primature, vous dites, écoutez, je prends mes fonctions aujourd'hui, voilà dans quel état je trouve le Congo. Alors, chaque Premier ministre, et vous verrez que c'est depuis que Sassou Nguesso est revenu au pouvoir que cette pratique a disparu. C'est une pratique administrative qui existe dans tous les pays du monde. Le président de la République, comme le Premier ministre, quand il arrive en fonction, il fait un audit des comptes de l'État, un audit de l'État. Et l'audit a pour mérite de lui dire à quel niveau nous sommes et qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme préconisation. Cela n'a pas été fait. Koliné Makosso, quand il prend la primature, il ne nous a pas dit ce qu'il était en train de faire, ce qu'il avait pensé faire. On ne sait pas ce qu'il voulait faire. Donc, quand il vient pour je pense qu'il avait présenté quand même un programme, voilà, un programme. Écoutez, ce programme-là, si on donne ça comme sujet d'examen en Sciences Po, les étudiants ne sauront pas quoi répondre. Parce que le discours général du Premier ministre, peu importe le pays, une école comme l'ENAM devrait étudier ça. Parce que ça fait part. Moi, je suis diplômé de politique internationale. On avait comme sujet d'examen les discours comment on appelle ça, de portée générale des premiers ministres. Ce discours, il est fondateur. Ça s'étudie dans les écoles de sciences politiques et de politique internationale. Quand vous prenez ce qui se pratique au Congo, on ne peut pas le proposer comme sujet parce qu'il n'y a rien. Il n'y a aucune substance politique, aucune substance économique, aucune substance sociologique. Donc, déjà, Koliné Makosso vient vous présenter un bilan sur la base de quelque chose qui n'existe pas. Maintenant, prenons le bilan lui-même. Il dit que pendant toute une année, il a travaillé au changement qualitatif du statut de la dette congolaise. Qui a compris quelque chose là-dedans? Qui a compris cette phrase-là? Moi, je peux interroger ma grand-mère. Ma grand-mère n'a rien compris. J'ai interrogé des amis. Les initiés, peut-être. Ah. Donc, du coup, il a parlé à 10% ou à 5% de la population congolaise. Mais s'il a parlé au peuple congolais, est-ce qu'en écoutant cette phrase, le changement qualitatif du statut de la dette congolaise, en fait, ça a réglé sans donner les chiffres en plus. Mais quelle dette? Qui a servi à quoi? Alors, j'ai interrogé un peu à gauche, à droite. On me dit, quand on parle du changement qualitatif de la dette, du statut de la dette, c'est une dette d'investissement. Ah, tiens, donc nous sommes endettés pour investir. Mais on investit dans quoi? Donnez-moi le secteur d'activité que nous avons développé au Congo pour justifier notre dette. Et ce secteur, combien d'emplois directs, combien d'emplois indirects, et qu'est-ce que ça a rapporté à la richesse créée au Congo? Dans les caisses de l'État, qu'est-ce qu'on a eu? Rien. Koliné ne donne aucun chiffre, mais vraiment aucun chiffre. La dette était de combien? Alors, pour faire rire des amis, je leur ai dit, non, vous n'avez pas compris. C'était une dette impréco. Il a transformé ça en dette wax hollandaise. Voilà, donc il a changé. Mais il a changé la qualité. Vous savez, quand vous faites un cadeau à votre femme, si vous achetez un pagne impréco, elle va bouder. Si vous achetez un pagne de type wax hollandaise, c'est autre chose. Donc, c'est ça. Il faut, parlons peu, parlons bien, en donnant quelques chiffres, en disant, quand j'ai pris la primature, la dette du Congo, dette extérieure, tant, dette intérieure, tant. Voilà ce que ça nous empêchait de faire. J'ai changé le statut qualitatif de la dette, c'est-à-dire la dette est passée de telle somme à telle somme. Voilà ce que nous avons. Concrètement, ce qui est vérifiable, ce qui est vraiment vérifiable. Or, ce n'est pas le cas. Parlons de l'emploi. Koliné Makosso dit, nous poursuivons l'emploi des jeunes cadres. Donc, on apprend que ça avait commencé avant. Si nous poursuivons, le verbe poursuivre, cela suppose que bien avant, ça a été fait. Mais avant, il y en avait combien? Et aujourd'hui, Koliné Makosso s'apprête à embaucher combien de cadres dans la fonction publique? Je mets ce discours, cette phrase en lien avec M. Andeli, ministre des Finances, qui dit
Dans mon ministère, les gens sont en train de partir à la retraite et ils sont remplacés par des incompétents, des gens qui ne sont pas formés. Alors, est-ce que ces jeunes cadres concernent aussi les finances publiques? Parce que les finances publiques, c'est fondamental pour un État. Donc, Collinet ne donne aucun chiffre, ne donne aucune précision quant au ministère, quant aux directions générales, les directions centrales, les préfectures. Quelles sont les entités de l'État ou de l'administration qui vont profiter de ce recrutement? Il ne le dit pas. Ces jeunes cadres sortent d'où? On ne le Alors, sait pas. pendant que nous sommes en train d'en parler, vous allez évoluer tout à l'heure, pardon, mais lorsqu'il parle de changement, c'est-à-dire qualitatif sur la dette, de la dette congolaise, est-ce qu'il ne fait pas allusion de cette dette qui était avant insoutenable et qui finalement est devenue soutenable? Possible, mais il faut qu'ils nous disent combien ils ont déjà remboursé et à qui et comment. C'est possible. Mais quand il donne une phrase comme ça, comme on nous disait à l'école, Minerve tombée de la tête de Jupiter ou un cheveu dans la soupe, on ne sait pas qu'est-ce que cette phrase vient faire. En fait, ce n'est pas lisible. Ce n'est vraiment pas lisible. Ce n'est pas un discours structuré. Vous parlez des initiés et je me pose même la question, si certains initiés ont compris, mais qu'ils viennent, qu'ils vous contactent, comme ça ils expliqueront mieux aux Congolais. Mais est-ce que vous pensez que nous sommes là dans la logique, comme disait quelqu'un sur ce plateau, des discours qui s'adressent à leurs partenaires et non aux Congolais? Monsieur Perrin, soyons sérieux et je vais être sincère avec vous. Je vais vous donner les références. C'est un discours qui fait rire à l'étranger. Et je vous donne comme référence Christine Lagarde, directrice du FMI. Regardez les vidéos. J'ai partagé ces vidéos-là sur ma page Facebook. Christine Lagarde qui dit très exactement que j'arrive au FMI, je négocie avec les premiers ministres et les ministres des Finances de certains pays qui viennent avec des discours bateaux qui ne veulent rien dire et au final, je découvre qu'ils ne comprennent rien à la gestion des finances publiques. Christine Lagarde le dit, les vidéos existent, elle explique ça à qui? Et comment j'ai su qu'elle s'adressait au Premier ministre et au ministre des Finances africain? Mais parce que dans la salle, vous n'aviez que des étudiants africains. Regardez cette vidéo dans la salle, elle s'adresse aux étudiants africains. Comme quoi elle s'adressait également au Premier ministre congolais. Mais c'est pour dire à ces étudiants-là, étudiez correctement. Parce que vos premiers ministres et vos ministres des Finances, quand je vais négocier avec eux, je me rends compte qu'ils ne savent même pas la définition des finances publiques. Ils ne savent pas ce qu'on appelle la gestion de la finance publique, la chose publique. Donc, si Collinet Makosso, si les Congolais pensent qu'il s'adresse à l'opinion internationale, au FMI ou à la Banque de France, mais il faut vous tromper, ça les fait rire. Parce que ça ne veut rien dire ce qu'il vient de dire. Même en termes macroéconomiques, c'est du n'importe quoi. Alors, dans le bilan dont nous faisons à dénigrer notre pays. Évidemment, le bilan dont nous faisons état ici, Anatole Collinet a parlé également de la construction de 2 hôpitaux. Donc, nous sommes là dans la santé. Oui, mais vous savez, je suis quelqu'un de très méthodique et de très sérieux. Je pose la question à M. Collinet Makosso et par ricochet à son président, Sassou Nguesso, et à toute leur famille et leurs amis, et même, je vais plus loin, aux hommes politiques congolais. Monsieur Perrin, si l'hôpital général de Djiri à Brazzaville et l'hôpital de Ngoyo sont des hôpitaux de renom, comme Sassou le dit, comme Collinet Makosso le dit, et comme tous les ministres le disent, mais pourquoi ils ne se soignent pas là-dedans eux-mêmes? Demandez à M. Collinet Makosso de prendre un décret interdisant toute personnalité politique ou toute personnalité de l'État congolais d'aller se soigner à l'étranger. Tous devront maintenant se soigner à Ngoyo ou à Djiri. Donc, si vous me montrez les photos, les vidéos de Denis Sassou Nguesso, d'Antoinette Sassou Nguesso, de Christelle Sassou Nguesso, de Claudia, de Collinet Makosso, sa femme, ses enfants, et même les hommes politiques de l'opposition, si vous me montrez leurs vidéos traitées dans les hôpitaux au Congo, là, je croirais que oui, nous avons des hôpitaux de renom. Mais si c'est une fois de plus des discours bidons qu'on sert aux Congolais et eux-mêmes vont se soigner à l'étranger, non, ce n'est pas sérieux. La politique, l'action politique, c'est améliorer la vie des gens. Et quand on dit que j'ai fait du sérieux. Monsieur Perrin, il n'y a pas longtemps, il y a eu un premier ministre congolais qui est décédé, paix à son âme, mais il est mort où? À l'étranger, dans des beaux hôpitaux français. Les mêmes d'un côté vous disent qu'ils ont finalisé la construction de 12 hôpitaux généraux et eux-mêmes ne se soignent pas là-dedans. Regardez encore sur la toile, vous avez cette vidéo des populations nigérianes,
les Nigérians en Allemagne qui sont allés sortir leur vice-président, le premier vice-président, en lui disant « Tu passes ton temps à faire des discours comme quoi tu as le pouvoir à construire des grands hôpitaux et les gens peuvent se soigner là-bas au lieu d'aller en Europe, eh bien, sors d'ici, dégage, rentre au Nigeria, va te soigner là-bas. » Et donc, les Congolais doivent faire la même chose quand ils apprendront qu'il y a un ministre, il y a le président, sa femme ou leurs enfants qui sont soignés dans tel hôpital aux États-Unis, en France, en Allemagne ou en Espagne. Allez les voir pour leur dire non, rentrez au Congo. Allez vous faire soigner à l'hôpital de Djiri ou à l'hôpital de Ngoyo. Il n'y a pas de route entre Pointe-Noire et Ngoyo. Monsieur Perrin, moi, j'ai des amis à Pointe-Noire. Il n'y a pas de route pour avoir accès à l'hôpital de Pointe-Noire. Pour inaugurer cet hôpital, l'hôpital de Ngoyo, Sassou Nguesso a pris un hélicoptère parce qu'il n'y avait pas de route. Alors, les pauvres Congolais, on leur met des hélicoptères à leur disposition. Voilà des gangsters à la tête de l'État. Voilà des bandits à la tête de l'État qui nous servent des soupes qu'on ne peut pas boire. D'où cette nécessité pour les Congolais de chasser ce pouvoir. Excusez-moi, mais cette révolution que nous appelons de toutes nos forces, il faut qu'elle puisse avoir lieu. Parce que ça suffit. Colonel Makosso nous parle des hôpitaux, mais est-ce que lui, il se soit allé là-dedans? Non. Voilà encore une duperie, une tromperie vis-à-vis des populations congolaises. Alors, il y a aussi un autre problème, mais qui est très récurrent d'ailleurs, c'est l'accès à l'électricité de qualité et à l'eau potable. Aujourd'hui, cela pose toujours problème, malgré le programme Eau pour tous, où on a investi, mais vraiment des centaines de milliards. À la date d'aujourd'hui, soit plus de 5 ans ou 6 ans de cela, les Congolais ont toujours de sérieux problèmes d'accès à l'eau potable. Et le Premier ministre a fait état, bien entendu, à l'électricité et à l'eau potable. Il est en train de travailler sur la question de l'eau et de l'électricité. Je vous lis la phrase de M. Makosso, de M. Colline Makosso. Améliorer le service d'adduction d'eau potable et stabiliser la fourniture de l'électricité dans nos cités. Oui. Mais comment? Avec quoi? À quel délai? Pour qui? Pourquoi? À quelle échéance? Nous sommes quand même à plus d'un demi-siècle après les indépendances. Ça, il faut le noter. Mais vous avez raison de rappeler cela. Mais rappelez aussi que lorsque Denis Sassou Nguesso arrive au pouvoir le 5 février 1979, toutes les parcelles de Brazzaville sont connectées à l'eau potable. Moi, je suis né à Pointe-Noire, mais j'ai passé toute ma vie à Brazzaville. Toutes les parcelles de Brazzaville avaient l'eau potable. Il y avait un robinet dans chaque parcelle. Et sur chaque robinet, on accrochait un gobelet. Ça, je l'ai connu quand j'étais enfant. Quand quelqu'un passait dans la rue et qu'il faisait chaud, il avait envie de boire, il venait, il prenait le gobelet, il remplissait d'eau, il buvait, il rinçait, il remettait accroché sur le robinet. C'est Sassou qui a fait reculer tout ça. C'est lui qui a détruit tout ça. Mais nous avions l'eau potable au Congo et nous avons le fleuve à côté. J'ai fait un tout petit article où j'ai expliqué aux gens, au regard de la carte hydrographique du Congo, les Congolais ne peuvent pas manquer d'eau potable. Alors, vous savez, M. Perrin, la meilleure, je vais vous dire la meilleure. On apprend par le PCT et le pouvoir que finalement, ils ont déniché un cadre supérieur qui est tellement fort que c'est lui qui sera au ministère de l'énergie et c'est lui qui est capable de donner l'eau et l'électricité aux Congolais. Et on est allé le chercher dans le parti voisin, à l'UPADS. Donc, M. Honoré Saï, lisez tous les commentaires des fanatiques de Honoré Saï. Tous disent qu'il est tellement intelligent, il est tellement brillant, il est tellement compétent que c'est pour cela que Sassou a demandé qu'il vienne au gouvernement parce que c'est lui, semble-t-il, qui a le bâton magique pour que les Congolais puissent avoir l'eau et l'électricité. Mais appelez M. Saï qu'il vienne nous dire en une année qu'est-ce qu'il a fait. En une année, Colline Makosso vient nous servir une phrase nulle, alors que Colline Makosso doit nous dire de façon méthodique. Quand j'arrive Premier ministre, je nomme Honoré Saï, il y a 38% des Congolais qui ont l'électricité en grande ville, 5% au village. Aujourd'hui, nous sommes à 48%, ou même à 45%, ce n'est pas grave. Mais qu'il donne des chiffres. En une année, on a donné l'eau à combien de ménages? À combien de ménages, tout à fait. En une année, on a donné l'électricité à combien de ménages? J'ai publié cette vidéo de Honoré Saï, qui est avec un cadre congolais qui maîtrise son domaine, et Honoré Saï est avec un Français et 2 Ukrainiens ou Russes, je suppose. Et vous voyez que le cadre congolais les rappelle que vous ne savez pas de quoi vous parlez.
Vous imaginez quand même? J'ai félicité ce monsieur et j'ai publié la vidéo puisque je suis suivi par plus de 5000 personnes pour qu'ils comprennent qu'on est dirigé par les gens qui ne savent même pas ce qu'ils font là. Je vous renvoie encore à Christine Lagarde qui a dit les ministres africains ne savent même pas ce qu'ils font dans des postes qu'ils occupent. Donc, la question de l'électricité, pour un pays qui a des cours d'eau, qui a une longue période de l'année d'ensoleillement et qui a le vent, mais on a toutes les potentialités pour avoir de l'électricité. Quant à l'eau, mais c'est une insulte faite aux Congolais de ne pas leur donner de l'eau potable alors qu'une petite ONG avec des technologies très, très, très simples arrive à donner de l'eau à 10 000, 20 000 personnes quand les catastrophes arrivent. À l'école, on a appris 2 méthodes de travail. La méthode dialectique, c'est-à-dire étudier les mécanismes internes, et la méthode comparative, c'est-à-dire aller voir ce qui marche chez les autres. L'Afrique de l'Ouest, qui manque de cours d'eau potable, de cours d'eau douce, a plus d'eau potable que nous, en Afrique centrale, qui sommes arrosés toute l'année par des cours d'eau douce. Alors, cherchez l'erreur. Donc, il faut que le gouvernement soit plus travailleur et non pas un gouvernement de danseurs. Parce qu'on voit tous les jours le président, les membres du gouvernement voyager entre les danses traditionnelles et les pratiques ancestrales. On n'est plus là-dedans. On peut toujours pratiquer les danses et être dans nos cultures ancestrales, mais il faut moderniser le pays parce qu'on n'a pas d'autre choix que d'aller de l'avant. Est-ce que tout cela n'est pas aussi de la responsabilité de l'opposition? C'est vrai que vous n'êtes peut-être pas de l'opposition, vous êtes plutôt une organisation qui œuvre pour, vous avez dit, l'insurrection, pour essayer un peu d'échanger des choses. Mais bon, je ne sais pas très bien où vous situez, sinon c'est l'occasion aussi de le rappeler à nos téléspectateurs, le Congrès pour la Renaissance du Congo. Comme le nom l'indique, nous sommes un congrès, nous sommes un groupe de Congolais, mais pas que des Congolais, mais des panafricanistes, des gens très humanistes, très volontaires, qui réfléchissent au progrès en Afrique en général, mais en ce qui nous concerne, au Congo en particulier. Donc, c'est un groupe qui est constitué des hommes et des femmes qui viennent de toutes les obédiences congolaises, que ce soit les partis, la mouvance présidentielle, parce que même au PCT, il y a des gens qui sont contre ce qui se passe là. Et d'ailleurs, peut-être qu'on en parlera lorsqu'on va parler de la cession de terre. On voit bien l'agitation entre Christelle Sassou Nguesso et Collinet, mais parce que les informations que nous avons, c'est que même au sein de la majorité parlementaire, les gens sont furieux d'apprendre comme ça qu'on est en train de céder les terres alors qu'on a demandé à personne en violation de la Constitution. Donc, le CRC regroupe tous ces gens qui sont mécontents de ce qui se passe au Congo, du pouvoir actuel, et qui pensent que le système des partis politiques a échoué. La preuve, l'UPADES devient la pépinière du PCT. De temps en temps, le PCT va chercher son premier ministre. De temps en temps, le PCT va chercher des membres du gouvernement. Et donc, le CRC est né de cette volonté de dépasser les partis politiques, le cadre des partis politiques, pour que tous ceux, toutes celles, tous ces Congolais qui aspirent au changement puissent réfléchir ensemble. Et aujourd'hui, nous avons tiré une conclusion. Ce n'est pas une élection présidentielle qui va changer les choses. Ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution. La révolution a ce mérite, c'est que c'est le peuple qui reprend les choses en main. C'est le peuple qui va maintenant dicter la loi, qui va décider dans quel régime politique, dans quel système politique nous allons avancer. Nous allons nous reconstruire. Les supports, nous les avons. Les moyens, nous les avons. Ça fera encore rire les gens, mais je vous dis, Sassou nous doit toujours les 14 000 milliards des générations futures. Donc, on a l'argent quelque part. Les gens ont des comptes offshore. Une fois que les choses seront établies, tout cet argent servira à la reconstruction du Congo. On ne peut pas dire que l'argent des oligarques, les Occidentaux vont garder ça pour la reconstruction de l'Ukraine et que notre argent, nous, qui a été volé, les Occidentaux vont refuser de nous donner ça pour notre reconstruction. Non. Pi égale à 3,14, c'est la formule que nous allons imposer même à l'Occident demain. Donc, le CRC est dynamique pour la révolution des consciences, mais aussi pour le changement au Congo. Je disais, est-ce que cet échec cuisant d'ailleurs, ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous observons au niveau du Congo-Brazzaville, n'est pas du fait de l'inactivité ou de l'impuissance, allais-je dire, entre guillemets, de l'opposition congolaise et de l'organisation ou des organisations que vous êtes? Dès lors que le pouvoir dictatorial est encore en place, ça suppose que même au niveau du CRC, on n'a pas encore trouvé le Graal pour mettre ce pouvoir dehors.
Mais en parlant de l'opposition politique et de certaines organisations, je ne mettrai pas tout le monde dans le même panier, puisque je vois quand même des dynamiques au Congo, des camarades qui travaillent sérieusement dans le changement des mentalités, le changement de la conscience. Mais en ce qui concerne les partis politiques, les syndicats, les confessions religieuses et autres, nous voyons bien la différence entre seulement le Congo-Brazzaville et nos voisins en face. Depuis que, aujourd'hui, dans tous les pays, les partis d'opposition mettent en place des mouvements de revendication, des marches, des protestations. Quand bien même à Kinshasa, Kabila disait pas de marche, mais Fayoulou et ces gens, tous les opposants, ils faisaient quand même des marches. Mais au Congo-Brazzaville, vous n'avez même pas envie d'aller marcher puisque c'est déjà les leaders de l'opposition qui vous disent non, 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 on ne le fera pas. Donc, ce n'est pas de l'incompétence. C'est juste que l'opposition politique au Congo est corrompue par le pouvoir. Il faut appeler un chat un chat. Le système qui est mis en place au Congo, je n'ai cessé de le dénoncer, c'est un système de corruption entre le pouvoir et son opposition. Et donc, il se distribue les jeux, il se distribue les cartes. Quand il le faut, on va demander à tel responsable de l'opposition d'essayer un peu de critiquer pour montrer à l'opinion internationale qu'il y a une opposition au Congo. On verra avec les législatives. Semble-t-il que le PCT ne va pas positionner des candidats en face d'un candidat de l'UPADS déjà député. C'est-à-dire Tsatima Biala, Jérémy Lissouba, Nzamba, et ainsi de suite. C'est-à-dire face aux députés de l'UPADS déjà élus, donc qui sont encore candidats, le PCT s'engage à ne pas mettre... Donc finalement, on comprend très bien que le statut de l'UPADS est très ambigu finalement. Où est-ce qu'on peut le placer maintenant? Tel que vous êtes en train de le développer. À la majorité présidentielle. Comment appelez-vous un système politique où le parti d'opposition a un ministre? Honoré Saï, ministre du gouvernement, est le député sortant de l'UPADS et il est encore candidat à sa propre succession. Mais il est toujours donc, dans les rangs de l'UPADS. Moi, je veux bien que vous me trouviez un sociologue, un spécialiste de la sociologie politique, de la philosophie politique, pour qu'il nous explique dans quel système nous sommes. Oui, l'UPADS est de la majorité présidentielle, il ne faut plus s'en cacher, ça ne sert à rien de le cacher. Ça devient, comment on appelle ça déjà en français, un secret de polichinelle, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, vous étiez en train déjà, vous aviez amorcé sur les accords de coopération entre le Congo, au Brazzaville, et le Rwanda, qui porte sur une série d'ailleurs d'accords, mais nous allons nous focaliser sur quelques-uns, notamment la concession des terres congolaises au Rwanda. Bon, on parle de concession, certains commencent déjà à dire que c'est une cession, qu'à cela ne tienne, et il y a aussi un accord de défense entre le Congo, Brazzaville et le Rwanda. Commençons par l'accord qui porte sur la concession de 12 000 hectares des terres arables congolaises au Rwanda. Ici, le Premier ministre dit qu'il s'agira d'un projet sur la culture du harissa. Dans un premier temps, j'aurais souhaité que vous nous expliquiez d'abord c'est quoi cette culture et que peut-on faire avec l'harissa pour que les Congolais comprennent avant de continuer, bien sûr, sur cette question. Monsieur Perrin, alors moi je suis comme tous les Congolais, hein, je suis né de père et de mère d'origine congolaise, donc je suis Congolais à 100% ou à 102%. Avez-vous déjà vu le ricin? Je n'ai jamais vu une plante de ricin, je ne sais pas à quoi ça ressemble, et donc quand j'ai entendu qu'au final, d'ailleurs quand on signe les accords, la première fois quand Kagame parle de ces accords au Parlement réuni en Congrès, lorsque Koliné Makosso et Christophe Sassou Nguesso parlent de ces accords-là, on ne sait pas ce qui va être planté. Et c'est parce que nous avons interrogé les Congolais. Est-ce que vous savez ce qui va être planté? Puisque nous savons qu'à Loudima, on plante le maïs. Mais M. Perrin, qui a vu le maïs de Loudima? Qui a mangé le maïs made in Loudima? Soyons sérieux. Soit on est dans le mayoto, même le mayoto, on avait les petits manzanza, les petits trucs. Non, mais on est dans quoi là? Donc, je suis allé sur Internet pour voir à quoi ressemble cette plante qu'on appelle le ricin et dans quelle sauce on peut préparer ça. Finalement, je découvre que le ricin est une plante végétale non alimentaire avec laquelle on peut fabriquer une huile non alimentaire, c'est-à-dire une huile qui va servir dans la pharmacopée ou dans des biocarburants. Là, je me suis dit, Didier, très sincèrement, Mouni Volo Didier, tu es super. Alors, on en fabrique aussi du poison, c'est ce que j'ai appris. Tout ce que vous voulez, mais sauf de l'alimentation. Et donc, là, je me suis dit, Didier, mais franchement, quand tu qualifies ce gouvernement de bidon et de nul,
alors bravo, tu as raison. Monsieur Perrin, il y a eu une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Qui a raison, qui a tort, ce n'est pas ça mon problème. Mais sauf que toutes les organisations internationales, y compris Macky Sall, qui vient de faire un voyage en Russie, qui va aller en Ukraine, qui va plaider le fait qu'on puisse libérer les stocks alimentaires parce qu'il y a une crise alimentaire qui va arriver, surtout en Afrique noire. Et donc, c'est l'opportunité, puisque Denis Sassou Nguesso, dans son programme pour sa réélection à l'élection présidentielle, nous a parlé de Kwanga, de Safou, de Bembadoula. Donc, c'est l'opportunité qui est donnée aux Congolais de développer leur agriculture alimentaire. Au lieu de ça, on va donc nous demander de porter à bras le corps une agriculture non alimentaire au service d'une société qui veut fabriquer des biocarburants. On apprend par Christelle Sassou Nguesso que c'est pour les biocarburants de Eni, mais pourquoi on ne plante pas ça en Italie? Nous avons nos plantes à nous. Pourquoi nous ne pratiquons pas notre agriculture alimentaire? Je vous dis, monsieur Perrin, trouvez-moi le pays, même les pays américains qui utilisent du maïs dans le biocarburant, sont en train de réduire le stock de maïs pour le biocarburant pour réserver ça à la fabrication de la farine alimentaire parce que la famine arrive. Est-ce que le gouvernement congolais est sérieux? Est-ce que Christelle Denis Sassou Nguesso a encore un cerveau? Alors que dans le même temps, il faut signaler que le Congo importe pour 700 milliards de francs CFA chaque année pour la nourriture. Et voilà, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Denis Sassou Nguesso a présenté son programme avec une priorité, bien entendu, axée sur l'agriculture. Vous l'avez même dit, Kwanga, et puis bon, voilà, les Safou, surtout Kwanga, on a entendu ça, et le Ebembe Adoula. Et aujourd'hui, au lieu de commencer par là, voilà, on nous présente un projet de la culture du ricin qui, évidemment, aux fins des biocarburants. On ne comprend plus rien là. Donc, les 12 000 hectares de terre qui ont été concédés au Rwanda serviront à la culture du ricin. C'est ce que je semble comprendre. Mais écoutez, Christelle Sassou Nguesso, il répondait aux questions d'un journaliste où il dit « Je demande donc aux Congolais de se mettre à la culture du ricin. » Se mettre à la culture du ricin, ça veut dire que nous allons déjà importer les graines, ou je ne sais pas si c'est par bourgeon, ou c'est par graines, mais il faut qu'il nous dise qui va nous les fournir. Donc, on va importer les graines ou les bourgeons. On va donc apprendre aux Congolais à planter cette plante-là. Alors il faut former les Congolais, c'est ça? Il faut les former, oui, il faut les former. Ben, ils n'ont jamais utilisé cette plante. Et cette plante, on ne sait pas quelles sont les conséquences en termes d'écologie. Est-ce que c'est une plante qui est gourmande en eau? On ne sait pas. Et quand vous entendez Koliné Makosso et Christelle Sassou Nguesso parler, vous voyez bien qu'eux-mêmes ignorent tout de cette plante. Ils parlent d'une chose. Et d'ailleurs, chez votre confrère Arsène Sévérin, quand il pose la question à Koliné Makosso, vous avez vu l'agressivité du Premier ministre? Tout à fait, oui. Il a été agressif comme si c'est Arsène Sévérin qui fabriquait des mensonges, mais c'est lui. C'est comme s'il venait de mettre le doigt là où mais oui, mais vous avez lu l'accord? Est-ce que vous avez lu l'accord? Eh oui, monsieur Perrin, nous apprenons que le Premier ministre n'a jamais eu l'accord sous les bras. Il n'était même pas informé au moment où Christelle Sassou Nguesso signe ces accords-là. Le Sénat n'est pas informé, l'Assemblée nationale n'est pas informée, la primature n'est pas informée. Vous imaginez? Il y a une rumeur là dessus d'ailleurs qui dit que même l'accord qu'on a balancé sur Internet serait un accord bricolé quelque part juste pour essayer un peu de distraire les Congolais. Le vrai texte lui-même de l'accord demeure encore secret. Ni l'Assemblée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ni le Sénat. Personne n'a pris connaissance de ce texte. Sauf deux personnes, Denis Sassou Nguesso et Christelle. Et son fils. Et son fils. Et en face, Kagame. Peut-être trois. Mais au Congo, il n'y a que les deux qui savent. Et c'est pour cela que, regardez, depuis qu'on a commencé à parler de cette histoire, du discours de Kagame à aujourd'hui, Christelle Sassou Nguesso et Koliné ont changé de version. Ils essaient d'améliorer, mais parce que les Congolais vont debout. Nous n'allons pas laisser les gens s'installer dans nos terres. Nous avons nos propres agriculteurs, nous avons nos propres produits agricoles alimentaires, nous savons ce qu'il y a à faire. La responsabilité de l'État, M. Perrin, c'est de mettre en place une banque de développement agricole. Dans tous les pays, il y a des banques de développement agricole pour financer les petits porteurs et pour financer la construction d'une véritable agro-industrie chez nous. Et l'agro-industrie, on a eu ça dans notre pays. Donc, nous avons un savoir-faire. Nous n'avons pas besoin des Rwandais chez nous pour nous donner à manger.
La nourriture est quelque chose de très, très, très fondamental. Et d'ailleurs, on apprend que ce n'est même plus de la nourriture, c'est une plante qui trafique entre la pharmacopée et les Oui, mais alors, biocarburants. donc, politiquement parlant, comment peut-on analyser cette attitude, donc un accord qui est passé entre le Congo et le Rwanda, non seulement que cet accord viole la constitution congolaise du 25 octobre 2015, notamment ses articles 44, nous l'avons vu, 53, 217 et 219, mais l'accord lui-même demeure secret. Il y a quelque chose qu'on est en train de cacher aux Congolais finalement. Lorsque vous dites que c'est quelque chose qu'on est en train de cacher aux Congolais, vous êtes trop gentil. En fait, c'est qu'on découvre une fois de plus avec ce pouvoir et avec cet accord, c'est le gangstérisme. Je vous ai dit que vous prenez les bébés noirs et vous prenez le pouvoir de Sassou, les Congolais disent Nintin Sakwa. Nintin Sakwa. C'est seulement que d'un côté, c'est des voyous de quartier et de l'autre, c'est des gens qui ont le monopole de la contrainte physique légitime, qui ont le monopole de la gestion de la chose de l'État. Mais si vous regardez de façon intrinsèque leur comportement, vous avez carrément des voyous de deux côtés. Vous avez une constitution qui est là, qui détermine les règles de jeu dans une république, et le fils du président qui va signer des accords et le Premier ministre n'est pas informé, le président de l'Assemblée n'est pas au courant, le président du Sénat n'est pas au courant. On ne nous a même pas dit pourquoi est-ce que c'est Christelle Denis Sassou Nguesso qui signe ces accords et non le Premier ministre ou le président de la République. Mais il y a un précédent, monsieur le journaliste. Le précédent se passe en mars 2022, lorsque Christelle Denis Sassou Nguesso va signer un accord de prêt auprès des Chinois de 100 millions, je crois, de dollars, si je ne me trompe pas, l'équivalent à peu près de 9 milliards de francs CFA. Oui. Écoutez la question du journaliste de Télé Congo. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Réponse de Christelle Sassou Nguesso, non, je ne sais pas. Le Premier ministre verra qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Moi, j'ai signé les accords, c'est tout. Vous voyez? Alors, qui commande qui? Oui, mais c'est quand même ambigu. On ne peut pas aller prendre de l'argent quelque part sans savoir qu'est-ce qu'on va faire avec. Regardez la bande de Télé Congo. Regardez la bande de Télé Congo. Mais le pire, c'est que c'est le ministre qui va prendre l'argent pour donner au Premier ministre. D'habitude, le Premier ministre signe des papiers et les ministres les exécutent. Ou le président signe. Donc, c'est un pouvoir dans lequel même l'ordre de préséance à la tête de l'État, on ne sait plus. On ne sait plus. Eh bien, c'est l'effet du prince. Le prince qui marche sur tout le monde, y compris le Premier ministre. Je serais de l'entourage de Koliné Makosso, j'aurais conseillé de démissionner. Parce que, pour le moment, alors, si ce que vous dites là est vrai, mais franchement, on va quand même se poser de plus grandes questions. Je n'arrive toujours pas à comprendre parce que pour moi, aller prendre de l'argent quelque part suppose un mobile. C'est ce qu'on veut faire. Bien entendu. Monsieur Perrin, retrouvez la bande de Télé Congo. Christelle Denis Sassou Nguesso, qu'on qualifie comme quelqu'un d'intelligent, de brillant, qui peut remplacer son père pour développer le Congo, est allé chercher 100 millions de dollars, 9 milliards. Il ne sait pas quoi en faire, c'est lui qui le dit. Puisqu'on lui pose la question, c'est pour investir, c'est pour faire quoi? Il dit, je ne sais pas, je me suis contenté de prendre de l'argent et le Premier ministre verra à quoi ça peut servir. Et ce monsieur sait ce qu'il veut faire du Congo? Est-ce qu'il sait? Parce que s'il pense qu'il peut développer l'agriculture, mais il peut dire, madame, on prend l'argent pour l'agriculture. Monsieur, on prend l'argent pour l'agriculture. S'il pense qu'il faut développer la formation professionnelle des jeunes, mais pourquoi ne pas donner là? Et cet argent est arrivé au Congo depuis le mois de mars. Puisqu'on a signé, il a pris. Alors, il faut lui poser la question, qu'est-ce qu'il a fait de cet argent-là? Qu'est-ce qu'il a fait de l'argent? Depuis le mois de mars, Christelle a reçu 9 milliards de francs CFA. L'argent a servi à quoi? On ne sait pas. Et dans le même temps, il faut dire que le Congo est en train d'engranger beaucoup d'argent avec son pétrole. Je m'excuse, M. Perrin, dans le bilan de Koliné Makosso de 1 an de pouvoir, il aurait pu inclure ces 9 milliards. Qu'est-ce qu'il a fait avec dans le bilan? Et quant au pétrole, depuis le mois de février, le baril de pétrole est à plus de 100 dollars. Les Russes reçoivent 700 millions de chèques tous les jours. Le Congo reçoit son équivalent. Le Congo reçoit son équivalent. Notre pétrole est aussi à plus de 100 dollars le baril. Question du journaliste Boisbouvier à M. Koliné Makosso, Premier ministre. Maintenant que le pétrole est à plus de 100 dollars, votre budget a été établi sur la base d'un baril à 60 dollars. Qu'est-ce que vous faites des excédents? Ah non, on verra. Il avait dit également qu'ils vont payer les dettes avec. Mais dans ce cas, qu'ils nous disent combien ils ont payé. Jouons carte sur table. On est entre intellectuels, M. Perrin. Parce que de plus en plus, les Congolais commencent à dire, mais quoi, ils nous prennent pour des idiots ou quoi? Évidemment,
Nous sommes entre intellectuels. On a tous été à l'université. Dites-nous les choses, on va les comprendre. Et si vous voulez débattre, on va débattre. Moi, je suis prêt à débattre avec le Colline Makosso. Je suis prêt à débattre avec M. Christelle Sassou Nguesso. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, Patrick Elon, je ne sais plus comment on l'appelle, il a fui le débat. Hein, ça, plusieurs fois, on l'invite, il fuit. Moi, je suis prêt à débattre avec les responsables du PCT sur les sujets qui concernent la vie des Congolais parce que les populations souffrent trop, ce n'est pas possible. Le pays ne leur appartient pas, M. Perrin. Si Sassou est le président, il est là parce qu'il doit s'occuper de tout le monde ou sinon il faut qu'il parte. Si le président commence à privilégier sa famille, les danses traditionnelles, il n'est plus le président de tous les Congolais, alors on n'en veut pas. Alors, je vais revenir donc sur l'interprétation que vous pouvez faire. Tout à l'heure, on en a parlé d'ailleurs. Le Congo qui reçoit un prêt, bien entendu, de la Chine, vous avez dit, à 100 millions de dollars, l'équivalent de près de 9 milliards de francs CFA. Dans le même temps, le Congo est en train de vendre son pétrole à plus de 100 dollars le baril, sachant que, bien entendu, le budget exercice 2022 avait été établi sur la base d'un baril de pétrole à 50 dollars. Cela veut dire que nous avons, sinon le Congo est en train d'engranger quand même beaucoup d'argent, mais vraiment beaucoup d'argent. Dans le même temps, on peut aller encore chercher des prêts quelque part. Comment analyser de telles attitudes? Est-ce que quelqu'un, quand j'ai posé la question à quelqu'un, il me dit, est-ce que c'est des gens qui sont probablement conscients que d'ici là, ils vont partir et qui sont en train de ramasser de l'argent pour partir avec? Vous partagez cet avis? Oui, je partage tout à fait cet avis. C'est-à-dire que Sassou, comme toute sa famille et ses amis, ont fait l'expérience de la galère entre 1992 et 1997. Et d'ailleurs, si vous regardez, il y a des vidéos de Sassou où il dit plus jamais ça, plus jamais je ne vais être dans une telle galère. Donc, ils se font des matelas comme ça, des réserves. Ça, c'est une première explication. Mais moi, je pense que la première explication de toute cette situation, c'est d'abord l'incompétence et la médiocrité. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas quoi faire de l'État. Quand on dit gérer l'État, ils ne savent pas. Nous avons un problème au Congo, c'est que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, M. Perrin, ce sont ceux qui sont nés avant nous. Les Sassou Nguesso, tous ceux de sa génération, ils sont nés sous la colonisation, donc ils ont fait main basse. C'est comme un peu les cow-boys, les gangsters. Ils ont fait main basse sur l'appareil de l'État et donc ils s'enrichissent. Mais ils ne savent pas gérer l'appareil d'État. Parce que si ce n'était que les cadres, regardez, on a parlé des hôpitaux, mais regardez les mouches, les rats, les termites dans les chambres des malades. Regardez un hôpital comme le CHU de Brazzaville où on soulève quelqu'un qui est sur un fauteuil médical pour le monter aux étages supérieurs. Il n'y a pas d'ascenseur. Mais parce que tout ça, il faut avoir des règles managériales, il faut avoir de la technique pour gérer l'appareil de l'État. Donc, il faut avoir des politiques sociales, mettre en place des politiques publiques. Mais tout ça, ce sont des choses qui ne parlent pas à nos gouvernants. Et quand on essaie de leur expliquer, ils trouvent que c'est difficile. C'est vrai, gérer une sécurité sociale, c'est difficile. Gérer une caisse primaire d'assurance maladie, c'est difficile. Gérer un trésor public, c'est difficile. Gérer la compétition internationale entre les monnaies, c'est très compliqué. Il faut un savoir-faire. On ne peut pas être directeur de banque centrale comme ça. Et donc, tout ça, c'est tellement difficile pour eux qu'ils vont à l'essentiel. Vendre le pétrole, vendre le bois, vendre les terres, pour que les gens viennent cultiver du ricin et puis eux, ils empochent l'argent. Et puis, M. Perrin, vous remarquerez comme moi qu'avant la guerre en Ukraine, il y a eu une baisse en termes de densité des fêtes dans la famille Sassou et des danses traditionnelles. Mais depuis la guerre en Ukraine et que le baril de pétrole est passé au-dessus des 100 dollars, on est reparti dans une folie effrénée des danses. Vous voulez dire, Pardon? Vous voulez dire qu'ils sont en train de jubiler l'argent qu'ils reçoivent, c'est ça? Mais bien sûr, mais ils savent que faire les fêtes. En dehors de faire les fêtes, regardez dans quoi le président de la République est en train de partager l'argent dans une fête traditionnelle, dans aucun devant les caméras, oui. Cette image est dommageable sur le plan international. Vous n'êtes pas sérieux. C'est pour ça qu'on ne nous prend jamais au sérieux. Donnez-moi un autre pays au monde où on voit le président de la République, le général directeur de la sécurité présidentielle, l'amiral conseiller spécial du président, des ministres, des députés, en train de partager l'argent dans les danses traditionnelles. Dans le même temps, il y a 70% de la population qui croupit dans la misère. Ben voilà. Le Gabon, il n'y a aucun pays qui le fait.
Il On n'est va que chez nous. revenir sur les accords entre le Congo et le Rwanda, puisque nous avons dit tout à l'heure, personne ne sait encore ce qu'ils se sont dit, les termes donc de cet accord. Vous avez dit en dehors de Denis Sassou Nguesso lui-même et son fils, bien entendu. Mais est-ce que le fait d'entretenir cette opacité ne veut pas dire qu'il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, anguille sous roche et qui, comme l'interprétait d'ailleurs un des invités que nous avons reçus sur ce plateau, le Rwanda, dans son élan hégémonique, voudrait peut-être se servir de Brazzaville ou les Alors, matières premières, par exemple, les ressources. alors ceux qui sont passés sur votre antenne et qui ont euh, émis cette assertion n'ont pas tort. Et d'ailleurs, moi, je suis très en lien avec euh, certains amis du côté de Kinshasa, en tout cas via les réseaux sociaux où on échange. Vous verrez de plus en plus des vidéos des gens de Kinshasa, pour ne pas parler de la RDC, en tout cas toute la RDC, mais vous avez de plus en plus de gens de Kinshasa qui sont aujourd'hui en train de nous dire que s'implanter à Brazzaville, c'est la stratégie que Kagame a trouvée en lien avec Sassou Nguesso pour enquiquiner Kinshasa. Les Kinois ne croient pas un seul instant que ceux qu'on va installer sur ces terres-là sont des agriculteurs. Et ils disent même, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que Denis Sassou Nguesso est conscient que du jour au lendemain, son pouvoir peut finir. Tellement que les Congolais en ont marre de ce pouvoir. Du jour au lendemain, ça peut finir. Deux choses. Un, il est en train de s'enrichir comme jamais, hein, avec sa famille, ses enfants. Ils se font leur matelas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais de deux, ces Rwandais vont être là pour enquiquiner les Congolais de Brazza, mais aussi les Congolais de Kinshasa. Comme ça, les Congolais de Kinshasa seront plus préoccupés par cette situation et non pas la situation qui se passe à Goma et à l'Est, où le Rwanda est en train de piller les ressources de la RDC. Donc, c'est très géopolitique comme accord. Et n'oubliez pas que le Rwanda a reconnu très vite que deux de ses soldats ont été arrêtés par la RDC. Qu'est-ce qu'ils faisaient en RDC? Monsieur Perrin, je suis diplômé de politique internationale. Dès lors que les militaires de la RDC arrêtent deux militaires rwandais sur le sol de la RDC, c'est une situation de guerre. Dans notre domaine, on appelle ça déclaration de guerre. Vos militaires, vos policiers, vos gendarmes n'ont pas à traverser la frontière. Je vous donne un exemple que vous pouvez vérifier. Les soldats britanniques en exercice à Gibraltar vont se tromper de la limite de la frontière entre Gibraltar et l'Espagne. Ils vont grignoter de moins de 10 mètres le sol espagnol. Et tout de suite, quand ils se rendent compte, un, ils rebroussent chemin, tout de suite, de moins de 10 mètres, ils rebroussent chemin, alertent leur état-major, qui informe le ministère de la Défense, qui tout de suite informe les affaires étrangères et le Premier ministre, coup de fil à Londres. Coup de fil à Londres pour s'excuser de ce qu'il s'est passé. Parce que à la seconde près, on se rend compte, vous subissez une riposte militaire. Vous subissez une riposte militaire. Donc, au moment où les soldats de la RDC arrêtent les deux soldats rwandais sur leur sol, ils ont l'autorisation légitime de tirer sur Kigali. Est-ce que les gens comprennent? Demandez à l'ONU, demandez à l'Union africaine. Je ne comprends pas pourquoi Tshisekedi n'a pas donné l'ordre de neutraliser tous les militaires rwandais se trouvant dans la zone de Goma. Parce que le Rwanda vient de commettre un acte d'agression militaire. Et voilà que Denis Sassou Nguesso veut installer ces mêmes Rwandais au Congo, tout le long du fleuve Congo, parce qu'on vous dit la zone de Maluku. C'est ça, hein? Mais oui, qu'est-ce que nous avons en face de Maluku? Et vous voulez, et donc demain, nous allons poser un casus belli à Tshisekedi. Est-ce que 10 millions, attention, hein, 1 500 000 de Congolais à Brazzaville, 10 millions de Congolais à Kinshasa. Donc, Tshisekedi peut dire, écoutez, pour ma sécurité, j'occupe tout le long du fleuve Congo et je ne laisse plus le fleuve Congo au contrôle de Brazzaville. Il y a une frontière au niveau du fleuve, mais nous allons peut-être pousser la RDC à occuper toute la partie appartenant au Congo-Brazzaville pour sa sécurité. On ne rigole pas avec le national security. Quand on vous parle de national security, non, on ne joue pas. Et donc, Denis Sassou Nguesso joue avec le feu, mais parce qu'il sait que demain, il peut partir, il peut se barrer. Ils ont des appartements partout, et donc, c'est nous qui allons souffrir. Et pour ne pas souffrir, je le redis aux Congolais, il faut mettre très vite fin à ce pouvoir. Parce que ce pouvoir, il y a un qui nous disait, mais Poto-Poto, ce n'est plus le Congo. Allez à Poto-Poto.
Poto n'est déjà plus le Congo. Allez à Pointe-Noire. Tous les vendredis après-midi à Pointe-Noire, vous ne pouvez même rien acheter parce que tous les magasins sont fermés. Pourquoi? Mais parce qu'on a donné des magasins aux étrangers. Et ce sont eux qui font leur loi. À Pointe-Noire, il suffit que les Pontonegrais boudent quelque chose, les gens la ferment tous les magasins. Je comprends. Alors, peut-être que ça sera la dernière question. Tout à l'heure, vous parlez de la protection du territoire, mais il se trouve qu'au Congo-Brazzaville, je ne sais pas si vous avez eu l'information, vous avez eu vent de cette information. Depuis, d'abord en juin 2020, l'armée angolaise avait fait éruption à Tchambanzassi, bien entendu. Donc, c'est la frontière entre l'Angola et le Congo, j'allais dire le Cabinda et le Kwilu, tuant le chef du village et son secrétaire général. Brazzaville n'avait dit mot. C'est passé sous silence, on n'a pas compris pourquoi. Alors, l'armée angolaise est encore revenue à récidiver et est revenue cette fois-là. Ses soldats ont tué 3 Congolais. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, le gouvernement congolais ne réagit toujours pas, aucune déclaration officielle, comme quoi vous pouvez mourir. Et puis bon, voilà, on continue, il n'y a rien. Passé, il ne s'est rien passé. Qu'est-ce qui peut justifier ce silence du côté de Brazzaville, malgré ces assassinats, il faut dire, c'est quand même des crimes. Il faut que je réfléchisse par quel bout commencer, puisque plusieurs choses peuvent expliquer ça. En 2020, comme vous dites, il y a eu, avant même Tchambanzassi, il y a eu, là, ce ne sont pas que des militaires, comment vous dire, ce n'est pas 2-3 soldats. Avant même 2020, vous avez des bataillons entiers qui ont envahi Kimongo, des bataillons entiers et qui sont restés à Kimongo presque 1 mois ou plus, si je ne me trompe pas, dans la zone de Kimongo. Mais prenez la carte du Congo. Quand vous prenez la carte du Congo, regardez le Cabinda. Le Cabinda longe, en tout cas, comment on appelle, l'est du Cabinda, du nord-est au sud-est du Cabinda, c'est le Congo-Brazza, c'est toute la zone du Niari, avec Kimongo et avec Dolizy, 3e ville du Congo, qui est à 100 km environ. Et donc, de l'autre côté, vous avez la frontière avec le Kwilu et Pointe-Noire, qui est à la portée des chars angolais si le conflit venait à éclater. Mais déjà, lorsque les Angolais entrent à Kimongo, c'est moi qui appelle RFI. Voilà, je vous le dis, c'est moi qui appelle RFI, j'explique la situation et je dis comment se fait-il qu'aucune presse internationale n'en parle. RFI dit, nous allons faire des investigations et on vous tient au courant. RFI appelle le ministre des Affaires étrangères, Ngakoso, qui dit, c'est faux, c'est un mensonge. Monsieur Perrin, je ne sais pas si vous me suivez. Je vous suis. Vous pouvez retrouver la bande du ministre congolais des Affaires étrangères sur RFI. Au moment où on est en train de tuer les Congolais dans la zone de Kimongo, le ministre des Affaires étrangères dit que c'est un mensonge. Donc, il nie carrément la réalité. Il nie les faits. Aujourd'hui encore, vous avez des généraux congolais et parmi le premier… Qu'est-ce que cela peut traduire? Mais je vais vous le dire. Sassou Nguesso est général d'armée. Le grade de général, je ne suis pas spécialiste des armées, mais le peu que je sache, c'est que le grade de général, c'est un grade qu'on gagne sur le champ de bataille. Donnez-moi le champ de bataille qui a donné le galon de général d'armée à Sassou Nguesso. Donnez-moi le champ de bataille qui a donné le galon de général à Oboa et général. Mais allez-y, à Nzambanzassi, allez-y à Kimongo. L'amiral Nozo sont violés par les incontrôlés de la RDC au niveau de la côte atlantique. Mais vous avez un amiral qui n'a jamais vu un bâtiment de guerre, qui n'a jamais été dans un bâtiment de guerre. Mais c'est quand même curieux. C'est-à-dire que, M. Perrin, vous me dites qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire tout simplement la médiocrité de ceux qui dirigent notre armée. Vous ne pouvez pas avoir 35 généraux, 50 généraux dans une armée et vous vous faites enquiquiner sur un petit territoire comme Tchambanzassi. Le champ de bataille n'est pas élargi sur des kilomètres. Comment le pouvoir sécurise le pays? Reprenons la Constitution. Quand Sassou prête serment, il a prêté serment en disant quoi? Qu'il va protéger la forme constitutionnelle de l'État. Le fait que le pouvoir ne réagit pas lorsque son territoire est attaqué, c'est une haute trahison. Oui. Donc, Sassou doit être mis aux arrêts. Si vous avez encore un chef d'état-major qui a sa tête, il aurait déjà arrêté Denis Sassou Nguesso depuis longtemps pour désertion. Trahison, oui. Trahison, désertion. En termes militaires, il déserte le champ de bataille. Il y a un champ de bataille national.
nos frontières sont occupées. Tout le long du fleuve, on a perdu toutes les îles, occupées par les incontrôlés de la RDC. Et à l'extrême sud, c'est l'armée française qui protège comment on appelle ça, notre pétrole. Mais sinon, les Angolais auraient pris notre pétrole. Vous enlevez l'armée française de nos eaux territoriales, les Angolais prennent notre pétrole. Donc, tous les généraux doivent être mis aux arrêts parce que leur problème, ce n'est pas d'aller danser Bokoko, c'est d'aller défendre le territoire. C'est pour ça qu'ils ont ces galons-là. Mais ils ont les galons-là pour faire les fêtes. Et d'ailleurs, regardez l'anniversaire. Je termine, M. Perret. Regardez l'anniversaire d'Antoinette Sassou Nguesso. Il y a des gens qui ont organisé une grande fête. Regardez dans la vidéo. Sassou dit à un, « Ah, vous avez bien négocié vos galons. Hein? Donc, organiser une bonne fête pour Antoinette, c'est mériter les galons de colonel ou de général. » Mais c'est quoi cette république? C'est quoi cette république? Donc, ils ne gèrent rien, ils ne font rien et ils laissent les populations mourir. Ce qui se passe à Tchambanzassi, et je pense que ce n'est peut-être pas contre les populations en sont victimes, mais l'Angola est en train de rappeler peut-être à Sassou Nguesso certains accords qu'il n'a pas respectés parce que c'est l'Angola qui l'a installé là. C'est l'armée angolaise qui l'a aidé. Et Denis Sassou Nguesso peut nous dire qu'est-ce qu'il avait promis aux Angolais. Est-ce que c'est ça le problème? Parce que ceux qui habitent Tchambanzassi, tout comme ceux qui habitent le Cabinda, c'est tous des Congos, c'est tous des Luango. Il n'y a pas de différence. Alors, comment on en arrive à une telle violence? Ça veut dire qu'il y a un problème entre l'Angola et Denis Sassou Nguesso, pas le Congo, mais Denis Sassou Nguesso. Et il faut qu'on nous explique c'est quoi ce problème. Il faut peut-être inviter le ministre de la Défense qu'il explique aux gens. Ce silence veut dire haute trahison, c'est tout. C'est-à-dire incompétence de ceux qui dirigent l'appareil sécuritaire, sauf à mater les Congolais. Lorsque vous avez des militaires angolais stationnés à Kimongo pendant 1 mois ou plus, ils ne sont pas venus avec 1 mois de nourriture. Où trouves-tu la nourriture? Allez à Kimongo, et je vous le dis avec certitude, le nombre de femmes violées, je le dis sur votre chaîne, parce que les armées violent. C'est un danger pour les enfants, c'est un danger pour les femmes. C'est pour cela que je déteste les guerres. Si nos militaires ne sont pas capables de protéger nos frontières, qu'ils démissionnent, qu'ils aillent faire autre chose. Et on va recruter les vrais militaires qui peuvent protéger nos frontières. En conclusion, un pouvoir qui ne peut pas protéger ses citoyens, qui ne peut pas donner de l'électricité, de l'eau potable, qui ne peut pas donner de l'emploi à sa jeunesse, qui ne peut pas redynamiser son économie. Alors, que vaut donc ce pouvoir? Ça sera donc le mot de la fin. Donnez-moi un domaine dans lequel on peut applaudir ce pouvoir. Donnez-moi un domaine, un seul domaine dans lequel on peut applaudir ce pouvoir. Rien. Ce pouvoir ne vaut rien. Rien du tout. Il n'y a qu'une seule chose qui vale au Congo aujourd'hui, que les Congolais prennent conscience qu'ils n'ont rien à attendre de ce pouvoir, sauf se révolter pour mettre dehors ce pouvoir et avoir une chance de construire leur pays. Les affaires de 14 000 milliards des générations futures, les dilapidations d'argent où les enfants du président prennent des millions au trésor montrent que le Congo a l'argent et le Congo aura toujours l'argent pour se construire. Il nous manque une seule chose, et c'est la seule question qui soit posée aujourd'hui. Comment se débarrasser de ce pouvoir? Point. Ne comptez pas sur l'opposition politique, ne comptez pas sur les religieux qui vous mettent des pancartes comme quoi Dieu a dit aux législatives, il faut voter pour Denis Sassou Nguesso, même si ça a été retiré, mais le mal est fait. Ce n'est pas acceptable que l'Église catholique soit inféodée au pouvoir, alors qu'en face, à Kinshasa, l'Église catholique a contribué au départ de Kabila. C'est inacceptable. Les Congolais doivent reprendre la main sur leur vie. Et la première chose, c'est se soulever contre ce pouvoir-là, qu'il n'y ait pas peur de la violence. La nation, toute nation se construit sur la vie des martyrs. Si nous avons peur d'être des martyrs, alors ça vaut la peine de continuer ce combat. Nous continuons ce combat parce que nous n'avons pas peur d'être des martyrs. Si nous voulons sauver le Congo, il faut se soulever contre ce pouvoir. La révolution du fleuve, c'est ce que nous vous demandons. Parce que sinon, mais ce qui se passe là, oui, c'est un désastre à tous les points. On a touché le fond. Qu'est-ce que ça se doit encore faire pour que les gens se révoltent? Voilà la question que j'ai toujours posée. Il a déjà tout fait. Les anglophones disent « enough is enough, it's enough. And today, it's enough ». Ça suffit. Il faut que les gens maintenant réagissent.
Il faut que les Congolais réagissent. C'est par là que nous mettons donc terme à cette émission. Merci, monsieur Didier Moueni Ivolo, d'avoir été Merci à avec nous. vous. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Vous réagissez là sur l'actualité socio-économique et politique du Congo-Brazzaville. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, grand merci de nous avoir reçus chez vous. Partagez, likez et abonnez-vous. On se retrouve très bientôt. Merci.